Heureux de vous retrouver pour cette quatrième et dernière table ronde du jour. Longtemps, l'outil numérique, né de la révolution du même nom, a ravi ses utilisateurs. Il fallait certes s'adapter à ces contraintes pour correspondre à l'outil, mais on y allait de bon cœur car tout de même c'était assez magique. L'outil était roi et les geeks exultaient. C'est encore vrai, tout numérique qu'il soit, l'outil n'a pas pour vocation à détourner le besoin de son utilisateur néanmoins, mais de lui permettre au contraire de le combler. Et ça, c'est encore plus vrai sur le plan militaire, où l'on n'a guère le temps et encore moins l'appétence de se laisser commander par l'outil. À milieu du gadget, l'outil numérique se doit être au service de la mission. Si l'outil ne permet pas de réussir la mission, il n'est pas utile. Or, l'outil doit être utile et d'appropriation immédiate. La vraie réussite n'étant pas celle de l'outil qui fonctionne, mais celle de la mission qui performe. Voilà pourquoi tout ce qui n'est pas indispensable étant superflu, il convient désormais de partir du besoin de l'utilisateur et de rendre roi non point l'outil lui-même, mais l'usage attendu. C'est tout le sens de la transformation des usages numériques et c'est précisément l'objet de la table ronde qui va suivre. Et c'est Laurent Meillot, journaliste expert en technologie, qui va mener les débats. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions dans l'espace de discussion interactive à l'onglet questions. Et vous pouvez même liker les questions des autres pour les pousser un petit peu en avant. Voilà, Laurent, c'est à vous pour ce débat qui s'annonce passionnant. Merci Vincent, bonjour à tous. Comme on va le voir, ce sont aujourd'hui les outils numériques qui s'adaptent aux usages et non l'inverse. L'armée produit aujourd'hui des applications et des logiciels comme le ferait une start-up. Le besoin qui donne naissance à l'outil, ce sera le point 1 de notre discussion. Puis nous verrons dans un second temps comment les usagers, les agents civils, les militaires vivent cette transformation numérique, cette transformation qui leur permet de se connecter en mobilité et d'être plus efficace à la fois au quotidien et en mission. Parmi nos invités, Valérie Dagan, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée à la transformation, à la performance ministérielle, la TPM au sein du SGA. Vous avez donc en charge de gérer cette transformation numérique au sein du ministère des Armées. Nathalie Tournel-Ducliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe au directeur des ressources humaines au ministère des Armées. Vous étiez déjà dans les RH en 1989, à une époque où on ne travaillait que sur papier et par téléphone, l'unique ordinateur étant là pour consulter une base de données. Le général de brigade de Claude Chary, bonjour mon général. Vous êtes officier général en charge du numérique, de la coordination de l'innovation au niveau de l'état-major de l'armée de terre. Vous nous parlerez évidemment de la transformation des usages sur le terrain et des nouveaux outils qui les accompagnent. Et on termine ce tour de table avec Frédéric Bardol, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement à la DIRISI, la direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information pour les projets de transformation et d'innovation. Vous occupez la fabrique numérique, vous nous expliquerez plus en détail tout à l'heure de quoi il s'agit exactement. On dit juste que ça a été créé en 2018. Mais d'abord, Valérie Dagan, première question, quand on parle de transformation numérique, jusqu'à présent on parlait surtout des systèmes d'information. Or là, c'est bien un changement qui s'opère au niveau des métiers finalement. Effectivement. Alors, le terme transformation numérique, transformation digitale, c'est un terme qui est finalement assez récent dans l'histoire du numérique, même si on est sur un sujet assez neuf, puisque si on regarde dans Google Trends, donc qui nous donne un petit peu l'évolution des mots-clés, c'est un mot qui a émergé dans les années 2012-2013. Et depuis, effectivement, on ne parle que de ça, sans forcément, et des fois un peu en mélangeant les sujets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là, donc 2012-2013, on a eu des technologies de rupture qui sont arrivées, donc le big data, l'intelligence artificielle, on a eu la démocratisation du digital, la démocratisation du mobile, qui ont fait qu'un certain nombre d'acteurs, notamment les GAFA, ont amené des usages de rupture et surtout des nouveaux services qui ont facilité la vie des gens et qui ont simplifié la vie des gens. Et donc de là, en fait, est né un certain nombre d'exigences qui ont dégradé les systèmes ou les processus vieillissants ou qui complexifiaient les enjeux. Et donc, ce que c'est que cette transformation numérique, c'est vraiment une transformation des métiers qui doivent s'adapter à ces nouveaux usages. On est vraiment sur une transformation des nouveaux usages, donc des processus métiers, donc des organisations, pour pouvoir justement s'adapter à ces nouveaux niveaux d'exigence. Alors concrètement, comment ça s'applique au sein des armées ? Alors, ça s'applique avec plusieurs structures qui ont été montées au sein du ministère des Armées, puisque à l'arrivée de Florence Parly, notre ministre, en 2017, la transformation numérique est devenue un sujet prioritaire, avec un schéma directeur de la transformation numérique. Ça a fait partie
partie des 17 chantiers de modernisation du ministère des Armées. Et l'ensemble des armées, directions et services ont nommé et ont mis en place des structures dédiées avec des pilotes pour mener l'ensemble de ces chantiers. On va entrer dans le concret. Donc je parlais de la fabrique numérique avec vous, Frédéric Bardol. L'état d'esprit, c'est un peu le mode start-up, hein, quelque part. Vous lancez des équipes autour d'un projet et en quelques mois, vous arrivez à développer donc des services ou applications. Alors exactement, donc la fabrique numérique, c'est l'incubateur de services numériques des ministères des Armées, rattaché à la DIRESI. Et on fait partie en fait d'un ensemble de réseaux d'incubateurs ministériels qui s'appelle beta.gouv. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire des startups d'État. Une startup d'État, le concept, c'est d'appliquer les méthodes des startups, mais pour l'administration. Donc c'est-à-dire qu'on va développer un produit en interne, mais en utilisant les méthodes modernes de développement des startups. Et on vient vous chercher avec un besoin? Alors ce qui se passe, c'est qu'en général, on a un agent du ministère qui a identifié un irritant. Et ce que va lui apporter la fabrique numérique, c'est une équipe en fait, une équipe d'experts, de designers, de développeurs et de product owners qu'on va aller construire autour de lui et qui va construire ce produit. La différence qu'on a avec les méthodes traditionnelles, c'est que nous, on va en fait aller écouter directement l'utilisateur. On va aller parler avec lui dès le premier moment en fait, et ça va nous permettre de construire un produit vraiment très près de lui et toujours qui répond au plus près de ses besoins. Et l'autre aspect, c'est que vous validez le code au fur et à mesure. Il y a une méthode pour ça, ça s'appelle le mode DevSecOps. Alors effectivement, c'est le deuxième aspect qui nous différencie. En fait, d'où ça vient le DevSecOps? Ça vient déjà du DevOps. L'idée, c'est qu'avant, on avait vraiment le développement d'un côté, ceux qui écrivaient le code, et l'Ops, c'est ceux qui créaient le logiciel. Et donc, en fait, on a rapproché les deux pour faire le DevOps, dans le but d'accélérer entre le passage, le fait d'avoir une idée, et le fait d'avoir du code en production. Donc, on a vraiment raccourci, grâce à ça, les délais. Et l'idée, c'est qu'au ministère des Armées, on fait en plus du DevSecOps, c'est-à-dire qu'on rajoute une couche de sécurité. Et donc, dès qu'on va écrire la moindre ligne de code, on va vérifier à chaque fois, à l'aide de certains outils, comme de l'analyse statique ou de l'analyse dynamique, qu'on a bien la sécurité requise. Ce qui est important à retenir, c'est que maintenant, on ne fait plus de compromis entre la sécurité, la qualité et la rapidité de développement. C'est donc tout en même temps. Alors voici un premier exemple avec le projet CEPIA, qui est un outil d'alerte à propos des aéronefs qui survolent le ciel français. Il permet de détecter les trajectoires anormales et surtout de prévoir quelles cibles pourraient être touchées au sol. On va voir ça à travers quelques animations. Exactement. Donc CEPIA, c'est la 4e start-up d'État développée par la Fabrique numérique. Vous voyez ici la première image. Donc il s'agit de fournir au CNOA, donc le Centre national des opérations aériennes, un outil d'aide à la décision qui permet de l'aider dans sa mission de police du ciel, qui a lieu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par exemple, quand vous entendez un bang supersonique qui passe au-dessus de Paris, en fait, ça vient du CNOA qui a autorisé un avion de chasse à passer au-dessus de Paris, comme on a eu récemment. Donc sur la première image, on voit une carte finalement qui ressemble plutôt à ce qu'on pourrait trouver dans le civil. On voit des aéronefs qui surveillent l'espace aérien français. Et sur la seconde image, on va voir déjà ce qui se passe quand on sélectionne des avions. Encore une fois, ça ressemble à ce qu'on pourrait trouver dans le civil, mais il y a une différence. On dirait Flag 24 un peu, hein, quelque part. Ça ressemble un petit peu, alors je ne voulais pas citer le nom, mais voilà. Excusez-moi, je l'ai fait. Pas de souci, c'est ça, mais la différence, c'est que nous, on a fait un outil qui est complètement souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va maîtriser toute la chaîne, depuis l'acquisition de la donnée jusqu'au code, jusqu'à l'intelligence artificielle, comme on va le voir après. Et donc ça permet au ministère des Armées de pouvoir changer ce dont il a envie sans débourser des millions et en le faisant très rapidement. Sur la troisième image, on va voir, voilà, ça c'est un aéronef par exemple qui est en phase descendante vers Paris. Et sur la quatrième image, on a été capable de rajouter des couches d'open data pour se dire si l'avion est en train de descendre et on ne sait pas trop ce qu'il fait, on est capable de savoir la densité de population, de savoir les zones de survol interdites et donc de fournir des informations que le CNOA ne peut pas avoir sur des outils comme Flight Radar 24. Donc vous mélangez les briques. Est-ce que c'est la tendance à avoir des outils de plus en plus prédictifs ? Alors oui, effectivement, on est dans une tendance générale quand même qui va de plus en plus de big data, de machine learning et ainsi de suite. Nous, ce qu'on fait donc, sur cet outil, il y a un petit peu d'intelligence artificielle. Ça reste assez sommaire, c'est-à-dire qu'on fait de l'apprentissage supervisé, qui est une méthode assez simple. On va montrer en fait des exemples à la machine et puis on va l'entraîner comme ça et elle va être capable de reproduire des scénarios. Dans une deuxième étape, ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire de l'apprentissage non supervisé, donc être capable d'avoir automatiquement des alertes qui nous disent qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Alors, une question peut-être pour le général Le Chary. Est-ce qu'il existe un outil équivalent au sein de l'armée de terre ?
Alors, équivalent, je ne vais pas dire ça, mais nous avons là un exemple parfait, je dirais, de réutilisation des technologies civiles au profit de la défense. Et nous travaillons effectivement avec la Fabrique numérique, notamment pour des applications au profit de la brigade d'infanterie de montagne, qui nous permettront d'avoir un niveau de sécurité, la météo et un certain nombre de sujets qui, pour nous, sont importants et qui sont faits avec une ergonomie tout à fait adaptée. Alors, on pourrait citer une success story aussi de l'armée de terre en matière de numérique et de développement de ce type, c'est Auxilium qui, sur la base d'une téléphonie 4G, est capable de s'adapter aussi bien sur les réseaux civils que militaires, et avec une interface légère et facile d'utilisation. Tous les groupes des opérations Sentinelle actuellement ont à leur disposition un outil qui leur permet d'avoir des données géographiques, d'échanger avec l'ensemble des personnels de la mission dans la région, d'enregistrer, de passer des vidéos. Donc là, on a bien quelque chose qui vient faciliter la mission des armées. Alors l'enjeu, bien sûr, c'est l'accès aux données. Qui souhaite en dire un mot? Peut-être vous, Nathalie? Oui, avec plaisir. La première chose, c'est la sécurité des données pour nos administrés, c'est-à-dire les 260 000 agents du ministère. Il faut les rassurer quant à l'usage de ces données, d'où l'application stricte du RGPD, mais aussi éviter l'exportation de données sensibles, et je pense aux 4 000, 5 000 personnels protégés, entre guillemets, que nous gérons. Le deuxième enjeu, c'est celui de la fiabilité. Garbage in, garbage out, ou GIGO, disent les informaticiens. Et il nous faut absolument des dossiers, des données fiables pour remplir notre mission, à savoir piloter la masse salariale qui représente quand même plus de 12 milliards d'euros, ou encore piloter les effectifs. Et puis, nous assistons à un besoin croissant de données pour de multiples applications autour de la RH, par exemple le logement, la santé, l'action sociale. Et donc, nous allons, grâce à un applicatif qui s'appelle SourceWeb, mettre en place de nombreuses API au bénéfice d'autres directions et services du ministère. Merci. Pour bien apprécier le GIGO, il faut donc de l'IA, intelligence artificielle, pour bien extraire l'information utile au sein de cette masse de données. Alors, au contraire, en fait, quand on crée de l'IA, on préfère avoir non pas du garbage, mais des données propres et bien nettoyées. Et souvent, le problème, c'est que sur les projets d'IA, on passe énormément de temps à les nettoyer. L'avantage d'avoir cette chaîne intégrée, c'est que si on arrive nous-mêmes à avoir les données en entrée, on est capable de les rendre propres dès le départ. Je propose qu'on enchaîne avec un autre exemple qui est Géocide. Il s'agit d'une cartographie qui recense le patrimoine immobilier des armées. On regarde ça en images. Afin de répondre à ces besoins internes tant qu'à ceux exprimés par le ministère, le service d'infrastructure de la Défense conçoit et déploie un outil cartographique de type géoportail, adapté aux besoins du ministère. Pour cela, nous avons mis en place au sein de la direction centrale une équipe dédiée, épaulée par les îles de Brest, composée de géomaticiens et de spécialistes des systèmes d'information. L'armée de terre, la chaîne OTIAD, les directions de services telles la DPMA nous ont fait part de leur intérêt de disposer de cet outil pour leurs besoins propres. Ils souhaitent pouvoir profiter des données mises à disposition par le SID au profit de leurs problématiques métiers, que ce soit pour la gestion des grands camps, la préparation de la gestion de crise, l'aide à l'élaboration des schémas directeurs immobiliers par exemple. Véritable portail d'accès aux données de gestion patrimoniale, cet outil est appelé à s'enrichir dans les prochains mois et les prochaines années. Aujourd'hui, au sein de la DPMA, Géocide est un outil utilisé quotidiennement. Ça nous permet d'avoir une vue rapide de l'ensemble des emprises du ministère, de pouvoir les situer, d'aller directement dessus et de visualiser notamment les proximités entre les différentes emprises. En plus, parce qu'il est connecté à des bases de données, nous permet d'avoir une information très riche. Concrètement, ça permet d'afficher où sont les emprises, de voir leur proximité, de voir les protections de patrimoine naturel qui peuvent éventuellement concerner ces emprises. Alors, l'une des tendances, c'est ce qu'on appelle le mode collaboratif, quand on travaille tous ensemble avec un même outil. Est-ce que concrètement, sur le terrain, en général, ça permet d'amplifier les prises de décision et d'impliquer en fait différentes personnes pour plus d'efficacité? Alors oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est le cœur de Scorpion, un nouveau système de combat de l'armée de terre. C'est le cœur de Scorpion. Autour de son logiciel de commandement, de son C2, nous avons SICS. Donc, et là, ça permet aux gens de travailler ensemble sur une situation
visible, partagée, position des unités. Ça permet de travailler en mode collaboratif les ordres. Donc on a déjà un aspect, je dirais, tout à fait échange d'informations et construction de la solution. Et puis l'autre côté, je dirais, collaboratif qu'on retrouve aussi à travers ces outils, c'est le combat collaboratif en lui-même, c'est-à-dire l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'algorithmes pour petit à petit implémenter un certain nombre d'éléments comme la protection collaborative. On est détecté d'ici, on va pouvoir se protéger face à l'ennemi et tout le monde est averti instantanément. Alors le Covid a permis finalement de mettre en place le télétravail. Valérie Dagan, est-ce que ça a été finalement une façon de mettre à jour les différents outils et de changer l'organisation? Alors effectivement, le Covid a eu au moins une vertu, c'est d'accélérer et de couper dans les virages le processus de transformation numérique. Pourquoi? Parce qu'on s'est tous retrouvés de façon ultra rapide en télétravail au début de l'année. Et pour le ministère des Armées, le télétravail n'est pas forcément quelque chose qui est habituel ou qui est dans certains cas même accepté. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'en très peu de temps, avec l'ensemble des parties prenantes, donc de façon très collaborative et même participative, notamment avec la DIRISI, avec l'ensemble des directions armées et services, on s'est mis en mode télétravail avec la fourniture d'équipements qui permettait de travailler en toute sécurité à l'extérieur du ministère des Armées, et puis aussi avec la mise en place de nouveaux outils qui permettent de garder le lien avec les collaborateurs. Et on a notamment utilisé des outils sur Internet, qui était une grande première pour le ministère des Armées, aussi avec des contraintes de sécurité, et des outils qui étaient des outils des réseaux sociaux collaboratifs qui nous ont appris à travailler différemment. Donc à la fois avoir un management à distance, à la fois travailler sur Internet et à la fois travailler sur des outils en mode collaboratif. Et ce qui nous a appris du coup à travailler de façon différente et aussi du coup à impliquer l'ensemble des collaborateurs et à adopter des nouveaux modes de management. Avec le digital, on peut tout suivre à distance, et c'est le cas d'ailleurs pour vous qui nous regardez dans le cadre de cette table ronde. Eh bien, figurez-vous que c'est pareil pour suivre la journée citoyenneté et défense. Voici un exemple concret avec le JDC. On regarde la vidéo tout de suite. La JDC, ou la journée de défense et de citoyenneté, est une journée obligatoire pour tous nos jeunes, entre 16 et 19 ans et notamment 17 ans et 3 mois. Et c'est une journée où vraiment ils apprennent ce qu'est la défense de notre nation, et on leur apprend également ce qu'est la citoyenneté, en quoi eux sont des citoyens. J'ai eu l'occasion de tester cette e-JDC en version bêta. J'ai vraiment une très bonne première impression. Il y a des fonctionnalités qui sont très intéressantes et très ludiques. Nous avons créé cette JDC en e-learning, ou e-JDC comme nous l'appelons, pour 3 raisons principales. La première étant que nos jeunes ressortissants français à l'étranger aujourd'hui ne peuvent plus la faire. La seconde raison, ce sont nos jeunes exemptés pour handicap parfois lourds qui ne peuvent pas non plus faire cette JDC en présentiel sur 8 heures. Et la troisième raison, eh bien, c'est l'actualité. Avec confinement, reconfinement, nous ne pouvons plus actuellement organiser de JDC en présentiel. Ce qui m'a tout de suite séduit, c'est tous les modules qu'on peut faire. On a vraiment la possibilité de choisir un module sur l'armée, sur l'utilité de la défense française. Donc il y a plein de sujets. C'est vraiment des petits modules de 10 minutes, 5 minutes, où on se documente sur tel ou tel sujet. Qui dit parcours pour jeunes, dit entrée de la gamification. J'ai grandi à l'ère du numérique, donc avec un ordinateur entre les mains. Je suis fan de jeux vidéo. Un peu comme beaucoup de jeunes. Il y aura des quiz, des cartes interactives, il y a également des vidéos très courtes et très fun, il y a un forum. C'est un super espace pour pouvoir échanger avec les autres qui participent au même parcours, ou les personnes référentes qui peuvent nous orienter. Il y a un stop and go, donc ils peuvent commencer le e-learning le lundi, le reprendre le mardi ou le jeudi. Ils ont 1 mois pour faire ce e-learning. On a la possibilité de le faire à notre rythme, et en plus de ça, ça nous valide notre statut de citoyen. Donc finalement, on est comme les autres et on a notre attestation, quoi. Question rapide pour vous, Nathalie Tourniol-Duclos. Est-ce que le numérique peut devenir une arme de séduction ? Une arme de séduction, bien sûr. Regardez nos sites, s'engager.fr ou êtremarin.fr ou êtraviateur.fr. L'idée est non seulement de donner de l'information, mais aussi donner envie
tout en ne mentant pas pour éviter après des déconvenues, mais en suscitant aussi la prise de rendez-vous rapide dans un CIRFA, dans un de nos centres d'accueil. Et il y a un certain nombre de petites vidéos que je vous incite à aller voir sur les conditions du réel. Par exemple, faire atterrir un hélicoptère sur un porte-hélicoptère sur une mer déchaînée, ça vous donne quand même l'illustration du métier. Mais des frissons grâce au numérique. Est-ce que l'armée fait du marketing, Valérie Dagan, finalement? Alors, quand on parle d'usage, quand on parle d'usager, on fait du marketing dans la mesure où, en adoptant justement ces nouveaux procédés, nouvelles méthodologies de travail, comme l'a dit notamment la nommée Frédéric, qui parle du DevOps, du DevSecOps, on est forcément obligé de cadrer un projet. Quand on cadre un projet, on se préoccupe surtout de l'usager final, du bénéficiaire final, de ses besoins, de ses irritants, de ses zones de tension, de son parcours. Et donc on est vraiment dans toutes les méthodologies qu'on use effectivement dans le marketing digital pour pouvoir justement s'approprier des nouveaux usages et adapter un outil, un nouveau processus à des besoins, à des irritants de l'usager. Donc la réponse est oui. On arrive à la fin de cette première partie. Est-ce qu'on a des questions, Vincent? Oui, absolument. On va prendre rapidement quelques questions de nos internautes. Tout d'abord, peut-être pour vous, mon général, à quand des outils de travail collaboratifs sécurisés avec les industriels, avec pour objectif de faciliter les échanges sans avoir besoin de se déplacer systématiquement? Alors, je dirais qu'il y en a déjà. Il y en a déjà. Il y en a déjà, tout à fait, puisque par exemple, au niveau des contrats que nous passons avec nos industriels, la CIMT a mis en œuvre un certain nombre de procédés, le marché MAPS, etc., qui sont des marchés où on échange les données avec les industriels, on partage les données. Alors, il y en a bien d'autres en cours, je dirais, je ne vais pas m'étaler longuement là-dessus, mais c'est lancé. Je reviendrai tout à l'heure, nous en reparlerons quand nous parlerons de blockchain, par exemple, et de la production additive. Tout à fait. Une autre petite question, peut-être pour Frédéric. Comment avancer sans les GAFA? Comment avancer sans les GAFA? Alors, c'est une bonne question. De toute façon, les GAFA se basent à l'heure actuelle beaucoup sur ce qu'on appelle les logiciels libres. Donc le code source est ouvert, en fait, c'est des briques qui sont construites en commun par beaucoup d'acteurs et qu'on peut réutiliser. L'avantage des GAFA, c'est leurs bases de données qui sont impressionnantes sur le tracking, sur le suivi des gens, qu'on ne va pas avoir. Mais par contre, tout ce code open source, on va pouvoir nous le réutiliser. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à la Fabrique numérique, c'est-à-dire qu'on réutilise des briques open source existantes pour travailler efficacement, ce qui nous permet de construire rapidement des logiciels et de rivaliser, je pense, avec certaines technos produites par les GAFA. Très bien, mais écoutez, on enchaîne sur la deuxième partie. On va maintenant parler du bénéfice pour les usagers. Exactement. Et d'abord, en introduction, ce qu'on peut dire, Nathalie Tonnel-Duclos, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes au sein du ministère, donc des digital natives, comme on dit. Mais globalement, en fait, ce ministère est plutôt ouvert à la technologie. Oui, c'est un ministère d'ingénieurs. Hein. Lorsque vous sortez d'une grande école militaire, le plus souvent, vous êtes ingénieur, donc une passion pour la technologie. Et je dirais, ne venez pas au Minarme si vous n'êtes pas passionné de technologie. Le militaire Durand est déjà avec Scorpio, je pense, il y a beaucoup de technologies, beaucoup plus qu'avant. Donc il y a aussi, je pense, une passerelle assez facile entre ce que les jeunes vivent et ce qu'ils peuvent vivre avec nous, ne serait-ce que dans l'apprentissage, où beaucoup de choses sont dématérialisées. Et donc, pour nous, c'est un peu passer du jeu à la formation au moment important. Après, pour ceux qui seraient quelque peu éloignés de la technologie, on met enfin en place une académie du numérique avec plus de 700 formations. C'est pour réduire la fracture numérique, comment? Exactement, et il est vraiment de notre responsabilité en tant qu'employeur de veiller à l'employabilité tout au long de la vie des agents civils en particulier. En tout cas, ces outils, il faut qu'ils soient aussi intuitifs que ce qu'on a dans la poche finalement au quotidien. Qui veut en dire un mot? Oui, dans la mesure où on a comme référentiel la vie courante. Et donc, quand on a un smartphone dans sa poche, qui est le cas de 99% des gens aujourd'hui en activité ou des jeunes gens, on a un référentiel qui se base sur justement cette facilité des nouveaux outils, qui sont les outils digitaux, et l'intelligence, surtout la facilité que nous procure la donnée et la valorisation de la donnée. Donc, on a de toute façon ce référentiel en main qui fait que c'est important que pour les agents, pour les soldats, on puisse aussi leur procurer des outils qui soient de ce niveau-là et voire même supérieurs pour les positionner sur leur cœur d'activité. Alors, on a tous en tête ce qu'est un smartphone. Eh bien, figurez-vous que les tablettes pour l'armée, ça existe également. On va parler d'une tablette sécurisée, j'insiste sur le terme sécurisé, mais en général, qui s'appelle TIC.
TIC. Alors, effectivement, j'ai déjà vous la recadrer dans l'ensemble des travaux qui sont menés par le pôle numérique de l'armée de terre. Il s'agit là de réduire la facture numérique et en même temps de simplifier la vie de nos cadres et de nos soldats. Et donc, au travers d'un dispositif sur le réseau Intradef, nous mettons en place auprès des cadres de contact une tablette qui va leur permettre, quel que soit leur déplacement, leur mobilité, et Dieu sait qu'ils sont souvent par Mons et par Vaux, d'avoir le lien avec, je dirais, leur outil de travail quotidien, donc les fichiers, leurs données, leur messagerie. Et donc ça, c'est une avancée dont ils ne disposaient pas avant et qui nous a amené à déployer un peu plus de 4000 tablettes dans l'armée de terre au profit de ces personnels. Donc on va donc voir sur... À quoi ressemble cette tablette et qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Les missions d'abord opérationnelles. Là. Voilà. Donc ces tablettes, on peut les utiliser dans plusieurs configurations. Donc bien entendu, le chef de section qui, lors de sa préparation opérationnelle, peut s'en servir pour prendre des notes, relever un certain nombre de points qui vont ensuite être évalués pour suivre la progression de son personnel. On peut s'en servir aussi durant les missions Sentinelle où il s'agit de prendre des photos, noter des choses qu'on aurait pu trouver anormales, tout en même temps en ayant les informations pour continuer à préparer des missions ultérieures. Donc là, on voit bien que les gens ont des capacités géographiques et de la même façon, on va utiliser le même support, je dirais. Là, c'est pour de la maintenance. Pour de la maintenance, voilà, exactement. Donc là, vous voyez quelqu'un qui peut donc intervenir, même s'il n'a pas eu forcément la formation entièrement ad hoc ou s'il ne connaît pas la pièce, à partir de cet outil-là, il a le mode d'action de montage-démontage et c'est en même temps l'outil qui va nous permettre de numériser tout le processus de maintenance de l'armée de terre. Donc là, ça veut dire que derrière, nous avons des milliers d'heures de travail qui se faisaient à la main et qu'on va pouvoir maintenant dérouler avec cet outil. Là, il va enregistrer ses potentiels. Au lieu de noter ça sur carnet de bord, papier, crayon, etc. Aussi, plus d'erreurs, qualité de la donnée. Et on voit bien qu'à travers cette numérisation et la bonne définition du support et de l'outil, on avance petit à petit vers l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, par exemple. Est-ce que d'une certaine façon, on peut créer du lien, et je me tourne vers la spécialiste des RH que vous êtes, Nathalie, entre collègues ou même avec les familles des armées finalement ? Tout à fait. Alors le premier confinement l'a montré. Il nous fallait joindre d'une part les militaires qui n'avaient pas d'adresse intradef, donc interne au ministère, et les familles qui pouvaient avoir des conjoints, par exemple, en OPEX. Donc on a utilisé une approche multicanale pour les joindre et leur dire, ben voilà, il y a Écoute Défense, il y a l'action sociale, des crèches, tout ça est à votre disposition. Et puis nous avons, et là je vais prendre l'exemple du plan famille, la direction de projet du plan famille a observé l'existence de groupes WhatsApp, puis de groupes Facebook qui réunissaient des conjoints et a pu fédérer comme ça une initiative qui s'appelle Women in Forces, je leur fais de la publicité, et nous avons monté la semaine dernière un webinar, alors que nous sommes en plein confinement, avec elles sur l'emploi des conjoints, et nous avons eu plus de 700 participants, ce qui est quand même assez élevé pour un webinar. Puisque vous parlez des femmes, moi j'aimerais rebondir sur une autre initiative avec vous Valérie Dagan, c'est combattantes au pluriel, @numérique également au pluriel. Oui, c'est effectivement une initiative qui a été créée, qui a été mise en place il y a 2 ans. Parce qu'en fait, quand on parle de transformation numérique, on parle d'outils, on parle d'usage, on parle de stratégie métier, de processus. Mais on a surtout, comme on l'a vu avec Frédéric, sur la fabrique digitale, des enjeux de compétences. La compétence passe par la formation, comme l'a cité aussi Madame la directrice Nathalie Turniol, mais ça passe aussi par le travail sur des nouveaux viviers. Or, aujourd'hui, on sait qu'on a un vrai sujet sur le numérique, sur les femmes, puisque les femmes ne rejoignent pas cette filière-là. Donc, on a voulu, nous, au ministère des Armées, fédérer une communauté autour du sujet des femmes et du numérique pour vraiment favoriser et attirer des femmes sur le secteur, et plus particulièrement sur le secteur de la défense. Donc c'est aujourd'hui une communauté qui fédère plus de 200 femmes au sein du ministère des Armées qui travaillent dans le numérique, tout secteur confondu, et qui fédère aussi plus de 900 femmes à l'extérieur avec des réseaux féminins dans le digital, dans le numérique, qui nous rejoignent pour justement développer et montrer, mettre en avant des rôles modèles et des métiers pour attirer des jeunes femmes ou des femmes en reconversion
d'information sur ces sujets-là. On a parlé de smartphones, de tablettes, et il faut un store d'applications pour aller avec tout ça. Et justement, mon général, ça s'appelle Millistor, une solution adaptée aux armées. Alors effectivement, mais là on change de registre. On était tout à l'heure sur l'intradef sécurisé, et là on passe sur l'Internet. Donc il nous faut une solution sécurisée, on y reviendra, qui va nous permettre pour n'importe quel militaire de dire, ben voilà, j'ai un point unique où si je cherche quelque chose, je vais le trouver. Et c'est Millistor, c'est son magasin d'applications. Donc il va trouver des applications privées, des applications publiques, mais qui ont un intérêt pour le militaire. On va peut-être l'illustrer en image d'ailleurs pour voir voilà, à quoi ça ressemble. On va s'appliquer de ça. Et il va donc trouver aussi des sites répertoriés. Donc au début, bien, sur son téléphone, on va le protéger un petit peu. Sans aucune action, hein, et bien sûr avec son accord, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas, comme vous avez connu les Américains, qui étaient localisés par rapport à une application pirate. Donc on évite déjà ça. Et ensuite, eh bien, il va y trouver des applications, soit pour son environnement social, donc ce qui a été évoqué tout à l'heure, des applications pour son métier, des aides-mémoire, des choses comme ça. Et puis il va aussi trouver des petits outils pour le quotidien au quartier, passer des commandes, suivre tel ou tel matériel. Donc voilà, on va mettre dessus sur son propre moyen, et non pas comme la Poste en leur achetant un téléphone, puisque notre outil, ça reste quand même quelque part le fusil, et que donc ils n'ont pas tous à disposition un ordinateur. Malgré le numérique, le fusil reste encore indispensable. Il faut quand même, oui. Bon. Et l'aspect humain reste aussi indispensable, il faut bien le rappeler, le numérique, c'est pour servir cette capacité des hommes. Très bien, donc le Millistor dont on a vu quelques animations. Alors on a parlé des données, effectivement, le côté données c'est très intéressant. Je propose Vincent qu'on fasse peut-être une petite pause pour voir s'il y a des questions à nouveau de la part de ceux qui nous regardent. Absolument, rapidement, deux questions peut-être. D'une part, peut-être pour vous Valérie Dagan, une question qui nous dit la transformation des usages numériques ne devrait-elle pas passer par le principe « dites-le nous une fois » ? Alors, c'est une question très juste puisque ça passe par le principe du dites-le nous une fois. La transformation numérique, notamment des métiers administratifs, tels qu'on la mène au sein de la DTPM, la délégation à la transformation à la performance ministérielle, elle a plusieurs effectivement thèmes clés. Le dites-le nous une fois en fait partie. Le dites-le nous une fois, c'est comment je ne répète pas plusieurs fois ou je ne fournis pas plusieurs fois des pièces administratives. Et au contraire, je me sers de la donnée pour pouvoir faire en sorte que je suis référencée et qu'on me reconnaît et que parce qu'on me reconnaît, du coup, on me simplifie la vie et on me la facilite. Typiquement, si je prends par exemple une demande de logement, plutôt que de fournir X fois des pièces justificatives sur mon loyer, sur ma pièce fiscale de référence, etc., je vais prendre une petite API, un petit système informatique qui va aller chercher la donnée du revenu fiscal de référence à Bercy pour pouvoir la positionner dans notre système d'information et faire en sorte qu'on reconnaît la personne pour d'une part ne pas lui permettre de répéter plusieurs fois son acte et de fournir des informations plusieurs fois, mais aussi de simplifier la vie puisqu'il est reconnu avec un système d'information et une donnée qui circule entre plusieurs ministères. Très bien. On nous fait également remarquer que parfois c'est un nouvel outil qui crée un nouvel usage. Et on nous demande, en général, est-ce que vous envisagez de tirer parti des opportunités offertes par les technologies, par des nouveaux outils ? Je dirais presque que ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que très clairement, soit on a un nouvel outil, mais on n'avait pas pensé à voir comment on l'utilisait, et ça va forcer l'usage. Soit inversement, on a un besoin, on a un usage, on veut simplifier, et on se dit, tiens, dans l'ensemble de ces technologies, là, on va pouvoir utiliser quelque chose qui va clairement nous aider à avancer plus vite. En matière de formation dans nos écoles, il est clair qu'actuellement, il y a un certain engouement pour l'utilisation, par exemple, de la simulation virtuelle, de la réalité augmentée, dans ces technologies qui nous permettent par exemple d'apprendre à quelqu'un qui n'a pas un regard de 10 000 pièces à disposition, avec des lunettes sur les yeux, de comment on range, comment on travaille dans un regard où il y a virtuellement 10 000 pièces. Donc on est en plein dedans. Très bien, Laurent. Eh bien, on continue avec un début de synthèse. Alors, on a parlé des données, mais des données sécurisées. Et justement, vous y faisiez référence tout à l'heure, mais en général, c'est la fameuse blockchain, méthode de cryptage et de traçabilité, qui est utilisée donc également dans l'armée à travers le projet Fibreo. En un mot, c'est quoi ce projet? Alors déjà, c'est une belle réussite parce qu'en très peu de temps, en moins de 4 mois, et là on a piloté par les délais, avec la CIMT, donc notre service de maintenance des matériels terrestres, et puis une petite société Vistory, nous avons pu mettre en place une expérimentation en OPEX jusqu'à N'Djamena avec des imprimantes 3D. Et puis derrière cela, faire les échanges de données. Et c'est des données qui circulent entre nous
et les industriels. Donc 2 tiers différents, il nous faut un tiers de confiance et la blockchain va nous l'offrir. On va voir en illustration ce que c'est que la blockchain, c'est très technique, mais ça nous ouvre vers un nouveau modèle économique et surtout pour nous, ça veut dire qu'on va pouvoir alléger notre empreinte au sol en matière de logistique et être moins vulnérable parce que les convois, c'est quand même un endroit où on est vulnérable. Eh bien, on va regarder donc cette vidéo Fibréo tout de suite. Vistory a initié une approche innovante avec le déploiement de MainChain, une plateforme de gestion de la propriété intellectuelle et des impressions 3D reposant sur une blockchain privée. Une blockchain privée est une base de données distribuée. Par le stockage et la transmission d'informations de manière sécurisée, fiable et non modifiable, elle permet de garantir la traçabilité d'actifs numériques ou d'opérations tel un registre notarial. Cette technologie crée une clé numérique cryptée d'identification pour le plan, sa licence d'exploitation et les procédés et méthodes. MainChain vérifie que les clés d'identification sont identiques et permet de certifier l'intégrité des données depuis le dépôt du plan jusqu'à son impression. Elle crée de la confiance entre des acteurs aux intérêts économiques divergents, forces armées, industriels de la défense, troupes déployées en OPEX, ainsi que les fabricants d'imprimantes 3D. Dans le cadre de l'expérimentation du projet Fibréo, mené conjointement avec la CIMT, MainChain a permis de garantir l'intégrité des fichiers de plan, d'effectuer le suivi et la traçabilité des impressions, de transformer le modèle économique et de garantir la transparence des opérations. Grâce à l'association Fabrication additive et blockchain, les forces armées françaises ont démontré la capacité d'une solution innovante et fiable pour soutenir la maintenance des matériels terrestres. La CIMT a validé la première blockchain en OPEX dans le cadre de l'opération Barkhane. La fabrication additive bouleverse la supply chain de l'écosystème de la défense dans l'industrie 4.0. Un changement de paradigme rendu possible par l'introduction de la blockchain au service de la confiance industrielle. À la production centralisée s'ajoute désormais une production décentralisée. Alors la blockchain, la big data, l'IA, est-ce qu'à un moment il ne se pose pas la question finalement, quelle est la bonne technologie à choisir? Est-ce que c'est une question qui se pose au sein de la fabrique numérique, Frédéric Bardol? Alors pas vraiment, parce que nous, en fait, notre mission première, c'est d'améliorer la vie des agents. Et donc comment on fait ça? On le fait peu importe la technologie qu'on utilise. Si on peut faire un produit qui améliore la vie des agents avec du carton et des bouts de ficelle, on le fera. Parfois, il faut faire des produits technologiques, donc on va le faire, mais ce n'est pas la panacée. Ce qui va se passer, c'est que par contre, les utilisateurs ne connaissent pas parfois l'étendue des possibles. Et donc nous, on est là pour leur apporter notre expertise et leur dire on est capable aujourd'hui de faire ça et peut-être que ça satisfera votre usage. En tout cas, ce qui est très important, c'est la souveraineté du code. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique, si j'ose dire, de votre incubateur. Comme on l'a vu tout à l'heure, si on est capable de construire les outils nous-mêmes, on est capable d'être souverain et on est capable, de quoi qu'il nous arrive, d'être résilient. En fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. La bataille qui reste, par contre, pour arriver à faire les outils nous-mêmes et à être souverain, c'est la bataille des compétences. Comment on fait en sorte d'attirer les talents, de les garder et de pouvoir avoir des gens qui soient en interne capables de gérer cette technologie nouvelle. Alors on en arrive à la dernière partie de cette émission. Finalement, quelles sont les limites du numérique? Car il s'avère qu'il ne pourra pas tout faire. Alors cette transformation, elle passe aussi par des hommes, par des femmes. J'aurais dû dire l'inverse d'ailleurs. Valérie Dagon, c'est l'occasion de parler finalement du rôle de la DTPM. Structure d'ailleurs assez unique en son genre. Alors c'est une structure unique, mais surtout une structure très récente. Elle existe, c'est un petit peu la deuxième étape au sein du ministère des Armées, puisque l'ensemble des organisations qui qui pilotaient les chantiers numériques ont été mis en place en 2017. Et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment besoin de cette couche métier pour accompagner les directions, les armées de service dans l'amélioration, la modernisation de leur processus métier. Parce qu'au-delà, comme on l'a dit depuis le début de cette table ronde, c'est pas l'outil pour l'outil, c'est vraiment comment on arrive à faciliter et à moderniser nos métiers. Et pour les moderniser, du coup, on repart vraiment du métier. Donc cette DTPM a pour mission que d'accompagner les directions dans leur processus de transformation, de modernisation, avec une vision très holistique, puisqu'on les accompagne du pilotage des grands chantiers de transformation, de modernisation, jusqu'à l'accompagnement sur la simplification et la modernisation des processus métiers, jusqu'à l'accompagnement aussi de nouvelles organisations, puisque quand on change un processus métier, qu'on met de nouveaux outils, on a aussi les hommes et les femmes qui travaillent sur ces sujets-là, et on a toute une réorganisation du travail à penser,
Et puis aussi, donc là, vient ensuite la réalisation d'outils qui doivent s'adapter à l'ensemble de ces enjeux-là. Alors, malgré les outils, n'est-il pas nécessaire de repositionner les métiers, de faire preuve d'innovation managériale? On en parle d'abord avec vous, Nathalie Tourniol-Duclos. Alors, reposer les métiers, assurément, et je vous invite à aller consulter, par exemple, les travaux de France Stratégie réalisés l'année dernière à ce sujet. Et pour nous, au secrétariat général de l'administration, c'est un sujet puisque nous avons beaucoup de tâches répétitives à conduire. Et donc, si on met de l'IA, du RPA, comment va être organisé le travail et que vont devenir les agents. Donc, il va falloir accompagner cette transformation. Sur l'innovation managériale, je dirais que le numérique nous amène à revoir les fondamentaux du management, où on sort enfin d'une structure pyramidale pour aller vers quelque chose de plus plat et de plus matriciel, mais néanmoins il y a des caveats. L'écrasement de la hiérarchie, par exemple, il faut aussi faire attention à la hiérarchie intermédiaire, parce que si elle disparaît, ça met vraiment en danger le haut de la hiérarchie. Il faut apprendre à faire confiance, ce qu'on ne fait peut-être pas suffisamment en France, confère les ouvrages de Cahuc, par exemple. Il faut donner de l'autonomie aux agents, et puis aussi apprendre à piloter par les objectifs. On a plus que jamais, mais ça c'est une habitude au ministère des Armées, une obligation de réussir notre objectif et non pas une obligation de moyens. Et je pense que donc il y a quelque chose qui va aller de plus en plus rapidement pour sortir d'un management hiérarchique, pyramidal, vers quelque chose de beaucoup plus matriciel et souple. Mais je suis sûre que le général aura... C'est la question que j'allais poser. Voilà. Votre réaction peut-être, Général Chary? Oui, non, je pense qu'on a quand même encore bien besoin d'un système qui amène tout le monde vers l'objectif. Et à ce niveau-là, le mode hiérarchique est quand même central pour nous. La spécificité du métier militaire fait qu'on ne peut pas emmener des gens vers un endroit où ils vont risquer volontairement leur vie s'ils n'ont pas confiance en un chef, en leur chef, quoi. Mais ceci dit, le numérique va nous aider dans la vie organique, et là je ne vais pas dire le contraire, à pouvoir... Il reste un cyberchef, de toute façon. Oui, voilà. Oui. Mais ça va pouvoir étendre nos capacités de travail et diminuer la charge à pas mal d'endroits, donc simplifier notre façon de faire. Avant de clôturer cette table ronde, dernière séance de questions-réponses. Et Vincent. une dernière question des personnes qui nous suivent, peut-être pour Valérie Dagan. Le collaboratif sur la data est en marche, mais quid des outils collaboratifs au quotidien pour partager des informations et des documents ? Alors effectivement, c'est un long processus qui est mis en place, hein, qui est en œuvre et avec déjà des outils qu'on a au sein du ministère des Armées, puisque nous avons un bel outil qui nous sert à tous, hein, depuis, et qui du coup a vu sa nouvelle version arriver il y a un mois exactement, qui est GA Connect, qui nous permet aujourd'hui de travailler en toute sécurité à la fois sur notre lieu de travail, mais aussi à distance dans le cadre du télétravail, et de partager des répertoires partagés, des outils de faire de la coédition aussi sur un certain nombre de documents. Et en parallèle, et c'est ce qu'on a mis notamment dans le contexte de la crise Covid et qu'on a réédité pour cette édition-là, c'est la mise en place d'outils et de réseaux sociaux collaboratifs, avec un nouvel outil, une nouvelle suite d'outils qui vont arriver éminemment pour équiper les agents, qui vont vraiment permettre de travailler sur Internet, sur des sujets non classifiés et sécurisés, sur des sujets vraiment de partage collectif et vraiment en mode vraiment collaboratif, avec des groupements qui du coup abaissent un petit peu les niveaux hiérarchiques et qui nous permettent vraiment de travailler tout à fait en transversal. Pas d'autres questions? On va donc finir en avance. Voilà. C'est une très bonne nouvelle d'ailleurs. Alors, pour conclure, j'avais demandé à chacun d'entre vous de bien inscrire sur une petite tablette que vous allez montrer face à la caméra un mot-clé ou une phrase avec presque un hashtag qui précède. Vous allez montrer ça donc à la caméra, tous autant que vous êtes, dans le bon sens, voilà. Et vous allez garder la pause pendant quelques secondes. Frédéric Bardol, pourquoi ce choix accéléré? Accéléré parce que pour nous, c'est vraiment la mission fondamentale, c'est d'aller le plus vite possible d'une bonne idée à un logiciel dans les mains d'un utilisateur, dans le but d'être toujours plus près, de rendre toujours plus grande satisfaction pour pouvoir servir au mieux le ministère des Armées. Et il est malin, il a mis @beta-gouv. Valérie Dagan. Alors, j'ai positionné simplifier parce qu'on aura réussi, si on a réussi à simplifier les processus et surtout faciliter la vie des agents.
au ministère des Armées. Général Chary. Alors j'ai choisi une devise, celle de la 3e BM, un seul but, la victoire, parce qu'elle traduit bien que tout cela est fait dans un objectif opérationnel à travers 3 critères stratégiques pour nous, c'est garder la supériorité décisionnelle, réduire la fracture numérique de nos soldats et la maîtrise stratégique des données. Nathalie Tourniol-Duclos. Alors, au service de la victoire et pour réduire la fracture numérique, j'ai choisi hashtag formation. Donc, formation, et pour les militaires, c'est au moins 20% de leur temps. Donc, plus que jamais se former pour lutter contre l'obsolescence des compétences qui arrivent de plus en plus vite. Et vous, Vincent, vous avez choisi un mot ? Et oui, tout à fait. Et au risque de vous surprendre, mon mot, c'est hashtag Kant. Alors, pourquoi Kant? Parce que le fameux philosophe du 18e a dit un jour « La vie n'a de valeur que par rapport à l'usage que l'on en fait ». Eh bien, pour paraphraser Kant, j'ai envie de vous dire que la valeur du numérique repose essentiellement sur l'usage que l'on en fait. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. On se retrouve demain à 10h15 pour une table ronde intitulée « Soldats augmentés, éthique et défis technologiques ». Voilà une table ronde en présence de Madame Florence Parly, ministre des Armées. Bonne fin de journée à tous et à demain.